Elle est née en 1939 dans une Amérique où la ségrégation et l'ordre établi, racisme, solitude dans les champs de coton, c'est le cas de le dire. Des parents travaillent d'ailleurs, ses parents travaillent dans les champs de coton. Et quand ils rentrent des champs de coton, ils se tapent sur la gueule comme elle va le connaître un peu plus tard. Une enfance donc extrêmement difficile, solitaire. Mais déjà la musique est présente. Évidemment, pour s'évader de cet univers et de cet environnement où le racisme, la ségrégation et la douleur familiale est omniprésente, il y a l'église baptiste dans laquelle elle excelle dans le gospel et elle devient très très vite une des voix de cette église-là. Parce que la musique est déjà toujours présente. À 16 ans, elle sort beaucoup. Un soir, dans un des meilleurs nightclubs de Saint-Louis, elle fait une rencontre qui va changer sa vie. C'est la rencontre avec Ike Turner. Quand elle le voit, c'est le coup de foudre. Ouais, elle dit qu'elle est en transe quand elle le voit sur scène. Pour ça, il faut qu'elle se barre de chez elle. À 17 ans, donc elle décide de partir. Elle va à Saint-Louis, effectivement, rejoindre sa sœur qui sort avec un des musiciens de Ike Turner, qui a un groupe qui s'appelle Kings of Reason. Et elle le regarde, elle est assez éblouie, lui beaucoup moins, mais lui c'est un coureur de jupons et c'est surtout quelqu'un qui cherche son alter ego artistique. Et souvent, le soir, dans les clubs, il harangue les jeunes filles en leur disant « montez pour chanter avec moi ». Et un jour, effectivement, c'est Tina Turner qui monte sur scène et là, il est saisi. Il est saisi par la beauté de sa voix, par la puissance, mais surtout par le potentiel commercial qu'il décèle dans cette voix. Et à partir de là, commence une histoire à la fois amoureuse, artistique, avec quand même, il faut bien le dire, des moments très forts artistiquement, puisque Ike Turner va lui apprendre beaucoup de choses, mais aussi le début d'une relation toxique abominable. Ils deviennent un couple mythique sur scène, ça devient Ike et Tina Turner, et bien sûr l'un de leurs plus gros tubes, c'est Proud Mary. Partageant la vedette avec son mari Ike, Tina Turner reste cependant le centre d'attraction réel du show. Elle est ainsi actuellement considérée comme une des plus grandes chanteuses de rhythm and blues, à la fois vocalement, scéniquement et plastiquement. Sur scène, ils chantent ensemble, mais en réalité... Ça, c'est en 71, je crois, à l'Olympia, d'ailleurs. Hein, oui, c'est à l'Olympia, exactement. En réalité, en coulisses, elle souffre le martyr, elle souffre-douleur. Oui, parce qu'en fait, lui est extrêmement jaloux et il pressent 2 ans après leur mariage en 62, abominable, hein, elle lui fait signer un contrat de mariage comme on signe un contrat de producteur et le soir, il l'emmène dans un cabaret érotique. Donc, c'est vraiment un cauchemar absolu. Il dépose le nom de Tina Turner. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas, a priori, utiliser le nom de Tina Turner si elle se barrait. Et donc, commence quand même un enfer aux alentours de 1966. D'abord parce qu'elle va travailler avec Phil Spector, et ça va être le début de la prise de conscience qu'on peut travailler avec un autre homme et s'émanciper artistiquement. Et puis, il y a le fait qu'il sent très vite qu'elle veut partir, mais elle va quand même résister extrêmement longtemps. Donc, paranoïaque, il tombe dans la coke, l'alcool, il la frappe, et en 1971, là, dans cet archive qu'on vient de voir, c'était leur première fois en France, et on entend là ce commentaire, elle était le centre d'attraction réelle du show. Lui aussi, il entend ce genre de commentaire. Est-ce que ça a joué? C'est ce qu'il était jaloux? Mais bien évidemment, la lumière, c'était elle, et c'était son usine. Pardon de le dire, mais c'était son usine, c'était son capital. Donc, effectivement, la relation va se détériorer parce que quand même, petit à petit, progressivement, elle va résister. Elle ne dira jamais rien dans les années 70 de sa relation absolument abominable avec non, elle va attendre 1981 absolument. Pour en parler. Donc on est bien avant MeToo, 40 ans avant MeToo. Ça se sait ou pas? Évidemment que ça se sait parce qu'elle est cognée, elle est tuméfiée. On a du mal à cacher parfois ce qui lui fait soumettre, ce qui lui soumet au visage. Et puis les musiciens, le milieu le savait, mais évidemment c'est la loi du silence. On est bien avant MeToo. Et puis quelque part, c'est assez normal qu'un homme soumette sa femme. Hein. À l'époque, il l'a fait même enregistrer parfois dans un studio. Il l'enferme et lui demande de lever le doigt pour aller aux toilettes. C'est quand même tout ça. Elle le dira plus tard. Elle dira c'était mon geôlier.
Puis un jour, une dispute plus violente que les autres va la convaincre de partir. Elle se retrouve seule, sans rien, $1 en poche. C'est une traversée du désert qui va suivre. Personne ne donnait cher de sa peau. Et pourtant, elle dit que c'est l'une des périodes où j'ai été le plus heureuse. Oui, c'était en 1976, dans un taxi entre l'aéroport et une salle de concert. Il la cogne. Cette fois, elle répond. Elle répond par les coups. Et là, lui, il est stupéfait. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Effectivement, le lendemain, elle se barre avec 36 cents en poche. Et elle se retrouve quasiment à la rue. Mais c'est à ce moment-là qu'elle rencontre aussi le bouddhisme, qui va lui permettre aussi de se réincarner très doucement. Il y a un autre événement dont elle parlera plus tard, en 68 quand même, dans cet enfer, elle essaye de se suicider. Et comme elle sort de cette épreuve vivante, elle se dit, j'ai un destin, j'ai une capacité de résilience, j'ai un chemin à faire, ça ssera long, mais il faut que je sorte de ce statut de victime. Et c'est ce qu'elle dira dans les années 80. Nous, les femmes, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne devons jamais nous positionner en tant que victimes. Et ça va être très fort. Elle le sent, elle le prouve. Il y a la renaissance, c'est ce qu'on dit, avec une rencontre d'ailleurs avec Roger Davis, le producteur d'Olivia. Jeune producteur australien. De Newton-John à l'époque. Il va devenir son agent. Lui, il la sent, sauf qu'elle a 40 ans, donc c'est un des rares quand même qui croit de relancer une femme sur scène à 40 ans. À l'époque, il y a beaucoup qui sont sceptiques, donc elle va changer de look. Et puis, c'est bien que vous le disiez ça, parce que depuis hier, on entend aussi quelques bêtises en faisant un parallèle entre Tina Turner et Madonna. Ça n'a rien à voir, effectivement. C'est aussi l'histoire d'une femme de 40 ans dans un monde, celui des années 80, qui est celui du jeunisme, celui de l'empire de MTV. Très difficile, et voilà, et tout d'un coup, elle arrive avec ses 40 balais, son passé, et puis... Elle arrive et elle est là. Dans le nouveau look, elle s'est coupé les cheveux, elle a raccourci les jupes. C'est la Renaissance, c'est ce qu'elle explique d'ailleurs le 30 mars 1982 au 13h de TF1. Il y a une certaine liberté, moins de tension. Je me sens soulagée. Je m'amuse plus. Je suis entourée par une atmosphère beaucoup plus harmonieuse et mon travail est plus facile et plus amusant. À ce moment-là, elle inonde toutes les radios FM, on entend qu'elle, on danse sur du Tina Turner. Ouais, c'est incroyable. Eh bien, c'est le moment de l'empire MTV qui fait que la musique est mondialisée. Et puis il y a ces clips aussi qui sont très très importants, où on découvre ces jambes galbées, musclées, qui sont souvent mises en abîme avec les jambes d'un cheval, son galop aussi, et son attitude absolument abrasive quand elle est sur scène, ses courses, sa façon aussi de parler et de connecter avec le public. Et puis aussi cette façon de conduire à la fois ses danseuses et ses choristes, femmes, en leur disant « Ne soyez jamais des sex symboles, soyez belles mais puissantes ». Alors puissante, elle l'a été, et puissante, elle l'a été également parce qu'elle voyait loin, puisqu'elle a rêvé de remplir des stades comme les Rolling Stones ou les grands groupes de l'époque le faisaient. Donc elle a effectivement rempli le Stade de France. Elle a rempli Versailles. Je voudrais qu'on regarde juste quelques images. Versailles, c'est un peu étonnant comme endroit. Pour une reine. Absolument. Donc c'est totalement conforme. Il y a juste un problème d'époque. Donc on la voit descendre d'une sorte de pyramide. Alors là, elle a quand même 50 ans. Hein, ouais. Donc c'est non seulement la quarantaine rugissante, mais la cinquantaine, le niveau supplémentaire. Ouais. Et d'ailleurs, elle dit que, à cette époque, elle dit qu'elle va arrêter. Oui. Ce qui n'est pas vraiment vrai, puisqu'on va la retrouver après. Exactement. Et elle remplit les salles, et on la retrouve également à Maracay, au stade de Maracaya. Alors, juste pour vous donner un exemple, c'est 180 000 personnes. Stade de France, Mohamed 80 000. Bravo. Donc, c'est beaucoup plus grand. D'ailleurs, elle rentre dans le livre le Guinness des records pour le stade de Rio. Aucune femme l'avait fait jusque-là, ce qu'elle fait. Et 200 millions de disques vendus quand même aussi. C'est quand même un sacré score.